Cette vidéo est la seconde partie du Ma France Mon Histoire sur François Mitterrand. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil en appuyant sur le petit i en haut de votre écran. Et sans perdre plus de temps, bonne vidéo. De 1959 à 1965, Mitterrand continua son combat politique sans qu'un major lui arrivant. Notable est qu'il appela à voter non au référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République en 1962. C'est particulièrement ironique quand on voit que c'est le président qui profitera le plus par la suite de cette réforme, sauf si Macron venait à se représenter pour un troisième mandat. Ça le renforcera malgré tout en tant qu'opposant majeur aux gaullistes. Cela lui permettra de se présenter sous la bannière de la CIR, un des partis de gauche de l'époque, à l'élection présidentielle de 1965, dans laquelle il remportait 31,78% des suffrages, et termina en seconde position. Perdant le second tour, Mitterrand se mit en tête d'unifier tous les partis de gauche, pour avoir une chance de gagner face à De Gaulle. Il prend donc la tête de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS, qui regroupe la gauche non communiste, essentiellement la SFIO, le Parti radical, la CIR et divers clubs. La décision d'unification se renforcera après une grosse discorde en 1969 pour les élections présidentielles entre les partis de gauche, ce qui mènera à la victoire de Georges Pompidou. Lors du congrès d'Épinay de 1971, la Convention des institutions républicaines se fond dans le Parti socialiste, créé en 1969 en remplacement de la SFIO, que Mitterrand se met à présider en tant que premier secrétaire. Donc en gros la création du Parti socialiste. En juin 1972, il signe le programme commun de gouvernement avec le Parti communiste de Georges Marchais et le mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre. Et aux élections législatives de 1973, le Parti socialiste obtient presque autant de voix que le Parti communiste au premier tour, et davantage au second, mettant fin à une supériorité qui remontait à 1946. Les élections cantonales, qui ont lieu en septembre de la même année, confirment cette évolution. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des cantons en France, ils ne servent à rien mais ils existent. Par ailleurs, le PSU chute de 4 à 2% par rapport à 1968. Au congrès du PS tenu à Grenoble, la même année, la motion finale de François Mitterrand obtient 96% des voix. Le PS est maintenant la première force de gauche du pays. Le PC s'est allié à eux et les autres partis ne sont plus assez gros pour faire une différence. Tout est là pour la victoire. Et malgré une défaite aux élections de 1974 face à Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand en ressortira avec un très bon chiffre de 49,19% des voix. Devant sa défaite, à une erreur commise durant le débat de second tour face à Giscard, en 1979, François Mitterrand s'allie avec Jean-Pierre Chevènement contre Michel Rocard, la deuxième gauche, pour remporter le congrès de Metz du Parti socialiste, unifiant définitivement la gauche. Et enfin, en 1981, François Mitterrand remporte le second tour face à VGE avec 51,76% des voix. Pour la première fois de l'histoire de la cinquième, la gauche atteint la fonction suprême. Mitterrand ne perdit pas de temps pour faire passer ses promesses de campagne. Il nationalise les banques, donne une 5e semaine de congés payés, met la retraite à 60 ans, augmente le SMIC de 10% d'un coup et supprime la peine de mort. Dans les années qui suivirent, il augmenta les allocations familiales de 25%, les allocations handicapées de 20% et réimposa l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune. Toutes ces mesures sont accompagnées par un premier blocage des prix, par la fin de l'indexation des salaires sur les prix et par un durcissement du contrôle des changes. Toutes ces mesures sortiront des centaines de milliers de personnes de la pauvreté et lui donneront une très grosse popularité présidentielle. Mais pas législative, car vous pouvez vous imaginer la tête de la droite face à toutes ces réformes. Ils donneront tout pour gagner les élections législatives de 1986, avec succès. Le gouvernement Chirac, qui consistait en une alliance du parti gaulliste et du parti de Giscard, sera la première cohabitation de l'histoire de la Ve République. En revanche, cela renforcera encore plus son électorat pour les élections de 1988, qu'il remportera facilement face à Jacques Chirac sur une phrase iconique. Dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les réformes continueront durant le second mandat. Réforme de la politique agricole commune pour régulariser l'agriculture au niveau européen, la loi Jospin sur l'éducation nationale, la loi Gaissot interdisant les propos négationnistes et renforçant la législation contre le racisme,
ou la loi Arpaillange pour réguler le financement des partis politiques, qui d'ailleurs est une loi hyper importante jusqu'à aujourd'hui. Problématique fut que Mitterrand n'eut pas de majorité absolue dans l'Assemblée nationale qu'il dissouda quelques mois plus tard. Le nouveau Premier ministre, Michel Rocard, ennemi de Mitterrand depuis longtemps et qu'il détestait et humilia à plusieurs reprises, dut utiliser un nombre absurde de 28 49-3 pour gouverner. Même Borne n'y est pas encore. Le deuxième mandat de Mitterrand se tournera beaucoup plus du côté européen. Il participera notamment à la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, mais encore plus importants furent les traités de Maastricht, de très loin la plus grosse erreur de Mitterrand. Les traités de Maastricht, acceptés seulement par une petite majorité par référendum et qui consistaient à créer une constitution européenne, s'avéra être un traité extrêmement nocif pour les pays de l'Union, rendant impossible tout changement sans accord de tous les membres de l'Union. De plus, la création de l'euro que Mitterrand voulait pour pouvoir contrôler les Allemands s'est retournée contre lui, très littéralement. Les effets des accords ne tardèrent pas à se montrer, il perdra beaucoup de popularité, même du côté de la gauche. Et un deuxième problème apparut pour lui, sa maladie. Je n'en ai pas parlé jusque-là vu qu'elle resta secrète à la population, mais après presque 12 ans au pouvoir, Mitterrand ne put continuer à cacher la maladie qui le rongeait depuis le début de son mandat, et qui risquait de le tuer à tout moment. Heureusement pour lui, il survivra jusqu'à la fin des 14 ans, mais ne se représentera pas pour un troisième mandat. À la toute fin de son mandat, il fut accusé de collaboration avec Vichy, mais après un débat iconique avec l'un des journalistes les plus connus de l'époque, Jean-Pierre Elkabbach, il réussit à détruire toutes les accusations et termina son mandat sur une certaine remontée de popularité. Mitterrand reste jusqu'à aujourd'hui un icône de la politique française. Alter ego politique du président de Gaulle, il restera parmi les présidents les plus populaires de l'histoire de France. Et malgré ses défauts et erreurs, le seul vrai président de gauche que la Ve République ait connu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas encore fait et à vous abonner pour soutenir le travail que je fournis dans la création de ces vidéos. Et avec ceci, bye bye!